Lyon, 1557. Un homme court dans les ruelles pavées. Ses mains tremblent. Il tient une lettre. Une simple lettre qui vaut 400 000 écus d'or. Derrière lui, des créanciers italiens. Devant lui, un roi qui vient de disparaître. Et dans sa poche, un bout de papier qui ne vaut plus rien. Son nom ? Gadagne. Le marchand le plus riche de Lyon. Et dans quelques heures, il sera ruiné. Cette histoire n'est pas celle d'une ville. C'est l'histoire du plus grand braquage financier de la Renaissance. Un braquage orchestré par un roi. Contre son propre pays. Vous pensez connaître les banqueroutes royales. Oubliez tout. 1463. Lyon n'est pas encore Lyon, c'est une ville de passage. Des marchands italiens s'y arrêtent. Des Allemands aussi. Ils vendent du textile, de la soie, des épices. Et puis Louis XI a une idée. Il crée les 4 foires de Lyon. 4 fois par an. Pendant 15 jours, tous les marchands d'Europe convergeant vers cette ville. Et pendant ces 15 jours, une règle extraordinaire s'applique la suspension des dettes. Vous avez bien entendu. Pendant les foires, personne ne peut vous poursuivre pour une dette. Lyon devient une zone franche, un sanctuaire financier. Les marchands affluent. Pas pour vendre, pour échanger des papiers. Car voici ce qui est fascinant à Lyon, on invente quelque chose qui va changer le monde. La lettre de change négociable. Avant, une lettre de change était simple. À Florence, vous donnez 100 ducats à un banquier. Il vous donne un papier. À Lyon, vous montrez ce papier. On vous donne 100 ducats. Fin de l'histoire. Mais les Lyonnais font différemment. Ils créent des lettres qui peuvent être revendues, échangées, transformées. Une lettre de change devient une marchandise. Mieux, elle devient de l'argent. En 1500, Lyon traite plus de transactions financières que Florence et Venise réunies. Pas de banque, pas de palais, juste des marchands, des tables et des milliers de lettres qui circulent. Les Gadagnes, les Gondi, les Caponi. Ces familles deviennent les maîtres invisibles de l'Europe. Ils financent les guerres, les mariages royaux, les conquêtes. Et puis arrive François Ier, 1515, Marignan. Une victoire magnifique, une victoire coûteuse. François Ier a besoin d'argent, beaucoup d'argent, pas pour une bataille. Pour une guerre permanente contre Charles Quint. Il se tourne vers Lyon. Les marchands lyonnais deviennent les banquiers du roi. Ils lui prêtent des sommes colossales. 200 000 écus, 300 000, puis 500 000. À chaque emprunt, le roi promet de rembourser, avec intérêt. Aux prochaines foires. Mais voici le problème, François Ier ne gagne pas ses guerres. Il les prolonge. 1525, Pavie. François Ier est fait prisonnier par Charles Quint. Sa rançon, 2 millions d'écus d'or. Une somme impensable. Qui paye ? Les marchands lyonnais. Ils vendent leurs biens, mobilisent leur réseau, transforment leurs lettres de change en or sonnant. Et ils libèrent leur roi. François Ier revient en France. Il promet de tout rembourser. Il ne remboursera jamais. Si cette histoire de lettres de change et de trahison financière vous fascine, abonnez-vous à la Monnaie Souveraine. Chaque semaine, nous décryptons comment les crises monétaires du passé éclairent votre avenir financier. Parce que l'histoire de l'argent, c'est l'histoire du pouvoir. Alors comment fonctionne exactement ce système qui va s'effondrer ? Imaginez ceci. Vous êtes un marchand florentin. Vous arrivez à Lyon avec de la soie. Vous la vendez 1000 écus. Mais vous ne prenez pas l'or. Trop dangereux. Trop lourd. À la place, vous acceptez une lettre de change, signée par un marchand lyonnais. Payable dans 90 jours, à Florence. Vous rentrez chez vous, mais vous ne gardez pas cette lettre. Vous la vendez à un autre marchand, qui la vend à un autre. Et ainsi de suite. Cette lettre devient une monnaie. Elle circule. Elle se multiplie. Et voici le génie. À chaque transaction, on ajoute un intérêt. Pas explicitement. L'Église interdit l'usure. Mais on joue sur les taux de change. Sur les délais. Sur les risques. Une lettre de 1000 écus à Lyon peut être revendue 1050 écus à Florence. Puis 1100 écus à Anvers. En quelques semaines, sans jamais voir une seule pièce d'or, des fortunes se créent. Les marchands lyonnais deviennent des experts. Ils connaissent tous les taux, toutes les routes, tous les délais. Ils savent qu'une lettre payable à Medina del Campo vaut plus qu'une lettre payable à Bruges. Pourquoi ? Parce que l'or espagnol est plus stable. Ils créent des réseaux, des correspondants dans chaque ville d'Europe. À chaque foire de Lyon, des milliers de lettres s'échangent. On appelle ça les paiements. Pendant 3 jours, les marchands s'assoient. Ils comparent leurs lettres. Ils compensent leurs dettes. Vous me devez 1000 écus. Je vous en dois 800. On efface. Il reste 200. On émet une nouvelle lettre. À la fin des 3 jours, presque aucun or ne change de main. Juste du papier. Et des promesses. C'est la première chambre de compensation de l'histoire moderne. Une bourse avant la bourse. Un système bancaire sans banque. Et au centre de tout ça, la confiance. Parce qu'une lettre de change ne vaut rien si personne ne la respecte. Toute l'économie lyonnaise repose sur un principe simple, un marchand paye toujours ses dettes. Toujours. Sauf quand le débiteur est le roi de France. François, première empreinte. Encore, et encore. En 1540, la dette royale auprès des marchands lyonnais atteint 7 millions d'écus. C'est plus que le budget annuel du royaume. Les marchands commencent à s'inquiéter. Ils demandent des garanties. Le roi offre des rentes, des titres, des promesses de revenus futurs. Ils acceptent. Parce qu'un roi ne fait pas faillite. Un roi ne trahit pas. François Ier meurt en 1547. Son fils Henri II hérite du trône. Et de la dette. Henri II continue la guerre contre Charles Quint. Il continue d'emprunter. Les marchands lyonnais continuent de prêter. Mais maintenant, ils exigent des intérêts plus élevés. 12%. Puis 16%. L'Église proteste. C'est de l'usure. Le roi ignore l'Église. Il a besoin d'argent. 1552. Henri II lance une nouvelle campagne militaire. Il emprunte 1 200 000 écus. À Lyon. Les marchands hésitent. Le roi menace. Il prête. 1556. La guerre est un désastre. Le trésor royal est vide. Les marchands lyonnais réclament leur argent. Henri II envoie un message. Attendez les prochaines foires. La prochaine foire arrive. Le roi ne paye pas. Attendez encore. Les marchands attendent. Ils n'ont pas le choix. Refuser un roi, c'est perdre tous ses privilèges. C'est être expulsé, ruiné.
Mais en attendant, ils arrêtent de prêter. Sans liquidité, le système lyonnais se grippe. Les lettres de change ne circulent plus. Les marchands italiens paniquent. Ils veulent de l'or. Du vrai or? Il n'y en a pas. Août 1557. La foire de Lyon s'ouvre. Des milliers de marchands sont présents. Ils attendent le paiement royal. 400 000 écus doivent être versés. C'est la date prévue. La date promise. Le représentant du roi arrive. Il monte à la tribune. Il déroule un parchemin. Et il lit ceci. Sa Majesté Henri II, par la grâce de Dieu roi de France, déclare la suspension de tous les paiements dus aux créanciers étrangers. Les remboursements reprendront lorsque les finances du royaume le permettront. Silence. Puis un cri. Puis 100 cris. Les marchands se lèvent. Certains pleurent. D'autres hurlent. Les Italiens se précipitent vers les sorties. Ils veulent fuir Lyon. Retrouver leur famille. Sauver ce qui peut l'être. Mais les portes de la ville sont fermées. Sur ordre du roi. Les marchands sont piégés. Leurs lettres de change ne valent plus rien. Leurs créances sont gelées. Et eux, ils doivent encore de l'argent à leurs propres créanciers. À Florence. À Gênes. À Anvers. Gadagne, l'homme le plus riche de Lyon, doit 600 000 écus. Il possède des lettres de change royales pour 800 000 écus. Mais ces lettres sont suspendues. Il ne peut pas les encaisser. Il ne peut pas payer. En 3 semaines, Gadagne est ruiné. Les Gondi aussi. Les Caponi. Les Salviati. Toutes les grandes familles marchandes s'effondrent. Certains se suicident. D'autres fuient vers Genève. Vers l'Allemagne. Lyon devient une ville fantôme. Mais voici ce qui est terrible. Henri II ne fait pas vraiment faillite. Il suspend les paiements. Il ne les annule pas. Il propose un accord, je vous rembourserai, mais pas maintenant, et pas tout. Je vous offre de nouvelles rentes, à 5% par an, pendant 20 ans. Traduisez, vous me prêtiez à 16%. Je vous rembourserai à 5%. Et dans 20 ans. Les marchands n'ont pas le choix. Refuser, c'est tout perdre. Accepter, c'est perdre 70% de leur argent. Mais garder 30%. Ils acceptent. Certains essaient de résister. Les Strozzi, une famille florentine, portent plainte. Ils réclament leur or. Le roi confisque leurs biens, en France, et fait pression sur Florence pour les ruiner là-bas aussi. Les Strozzi capitulent. Et voici l'ironie finale, Henri demeure en 1559. 2 ans après la banqueroute, dans un tournoi. Une lance lui traverse l'œil. Il agonise 10 jours. Les marchands lyonnais ne récupéreront jamais leur argent. Le système des lettres de change s'effondre. En 10 ans, Lyon perd 60% de sa population marchande. Les Italiens rentrent chez eux. Les Allemands aussi. Les foires continuent. Mais elles sont vides. La finance européenne se déplace. Vers Anvers, puis vers Amsterdam. Lyon ne se relèvera jamais. Un roi peut-il vraiment voler son propre peuple et s'en sortir? L'histoire vous donne la réponse. Dites-moi en commentaire si vous pensez que nos États modernes sont si différents. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit encore que les dettes souveraines sont toujours remboursées. Alors que nous apprend cette histoire. Première leçon, une monnaie n'a de valeur que si la confiance existe. Les lettres de change lyonnaises étaient du papier. Elles valaient de l'or parce que tout le monde croyait en leur valeur. Le jour où cette croyance s'est effondrée, elles sont redevenues du papier. Posez-vous cette question, quelle est la différence entre une lettre de change du XVIe siècle et un bon du trésor moderne? Le papier est plus joli, c'est tout. Deuxième leçon, celui qui a le pouvoir de créer l'argent a aussi le pouvoir de le détruire. Henri II n'a pas volé l'or des marchands. Il a simplement décidé que leurs créances ne valaient plus ce qu'elles valaient, légalement, unilatéralement. En 2012, la Grèce a fait exactement la même chose. Elle a restructuré sa dette. Les créanciers ont perdu 50% de leur argent, légalement. C'est ce qu'on appelle pudiquement une décote volontaire. Volontaire pour qui? Troisième leçon. La finance n'est pas un jeu à somme nulle. Elle peut créer de la richesse, mais elle peut aussi créer des illusions. Les marchands lyonnais pensaient être riches. Ils possédaient des millions en lettres de change. Mais ils n'étaient riches que tant que quelqu'un acceptait d'échanger ces lettres contre de l'or réel. Le jour où cette conversion est devenue impossible, il n'a plus rien. Regardez les marchés financiers aujourd'hui. Des milliers de milliards circulent. En actions, en obligations, en produits dérivés. Mais que se passe-t-il si tout le monde veut vendre en même temps? 2008 vous donne la réponse. Dernière leçon, les États ne font pas faillite comme les particuliers. Ils renégocient. Ils restructurent. Mais ils ne disparaissent jamais complètement. Henri II a ruiné des milliers de familles. Mais la France a continué. Le royaume a continué. Et 40 ans plus tard, les rois de France empruntaient à nouveau. Parce que les créanciers n'ont pas de mémoire. Ils ont juste besoin de rendement. Voici la question que vous devez vous poser aujourd'hui. Si les États-Unis, ou la France, ou l'Allemagne décidaient demain de restructurer leur dette publique, que se passerait-il? Les marchands lyonnais ont appris la réponse. À leur dépens. Et vous? Êtes-vous prêts